Bonjour à tous et bienvenue sur le stand de Capital à la conférence de rentrée du MEDEF, la REF 2023. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital et aussi auteur d'une enquête sur Elon Musk. Elon Musk, l'enquête inédite aux éditions Robert Laffont. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julien. Alors on va aborder cette personnalité d'Elon Musk sous l'angle de ce rachat donc, de Twitter depuis devenu X. Alors Elon Musk l'a racheté vraiment en octobre dernier, mais il a mis des semaines avant vraiment de se prononcer sur ce rachat et d'y aller vraiment. Comment l'expliquer? Est-ce que c'était un coup monté de sa part pour faire baisser les prix ou vraiment une hésitation? Non, c'est vrai qu'effectivement, on l'a un peu oublié maintenant, mais il y a eu quand même des semaines de vaste hésitation où Elon Musk, après avoir dit « je rachète Twitter pour 44 milliards de dollars », très vite a dit « oulala, mais en fait non, les chiffres ne sont pas les bons, j'ai regardé avec mes équipes, il y a beaucoup moins de vrais utilisateurs qu'annoncé, il y a des bots, donc des robots qui se font passer pour les utilisateurs ». Donc en résumé, j'en ai pas pour mon argent, donc il l'a pas dit comme ça, mais on avait l'impression qu'il voulait négocier le tarif à la baisse. Le problème, c'est qu'il avait déjà signé le contrat, qu'il était très engagé, et que donc tout ça allait finir devant un tribunal, et qu'au début de l'été, il a compris clairement qu'il allait perdre, quoi. Donc ses avocats lui ont dit non, en fait, à un moment, quand on a signé un contrat, on l'honore, et donc il a effectivement acheté pour 44 milliards de dollars. La vérité, c'est qu'il l'a acheté cher parce que entre le moment où il s'est positionné sur Twitter, où on s'en rappelle les cours d'action de toutes les entreprises de la tech étaient très hautes, et le moment où il fait l'échec, le cours des actions s'est pas effondré, mais en tout cas a fortement baissé. Donc oui, il a acheté très cher Twitter. Alors il a payé le prix fort et en plus dans un secteur qu'il ne connaît pas vraiment parce qu'on le rappelle, Musk c'est la voiture électrique, les lanceurs spatiaux, les constellations de satellites, mais alors les réseaux sociaux. Ouais. C'est vrai que ça c'était la grande surprise, effectivement, le jour où il y a eu la rumeur qui s'est très vite confirmée de Elon Musk qui voulait racheter Twitter. Alors on savait qu'il était intéressé par Twitter parce que c'est son outil de communication privilégié, hein, pour le rappel, pour mémoire, pardon, il a 180 millions d'utilisateurs qui le suivent sur Twitter, mais c'est vrai qu'on se disait ok, c'est peut-être son joujou préféré, mais de là à mettre des milliards et des milliards pour l'acquérir, c'était quand même assez surprenant, et effectivement c'est très loin de ce qu'il fait, qui est en général plutôt de l'industrie très lourde. Après, il y a quand même une logique économique, quoi. Il ne s'est pas juste fait plaisir, et puis il y a des banquiers évidemment qui l'ont suivi, c'est qu'il a vu une plateforme sociale qui marche bien, qui est une caisse de résonance mondiale gigantesque, sans commune mesure avec des journaux, qui est bien plus puissante, mais qui était entre guillemets sous-exploitée dans le sens où elle a quasiment jamais gagné d'argent, et lui il s'est dit moi je pense que si je polis le diamant et que j'affine un certain nombre de leviers, je peux en faire une cash machine, et notamment son idée effectivement c'était de transformer, d'aller beaucoup plus loin que la plateforme sociale pour en faire qui donc ne dépend quasiment que de la publicité, pour en faire trouver des leviers de paiement récurrents et directs. D'accord. Alors la méthode Musk, c'est aussi quelques jours, dans les jours qui ont suivi son rachat, il a licencié quasiment la moitié des effectifs du réseau social. Alors pourquoi une telle décision, de tels licenciements? Alors c'est qu'une demi-surprise, hein, parce qu'il avait dit quand même très clairement dans ses différents échanges, en gros, qu'il estimait qu'à la fois les gens étaient trop nombreux et plus ou moins nuls. Enfin, c'est vraiment, il le disait comme ça, donc les choses étaient assez claires. La vérité, c'est qu'aussi les effectifs chez Twitter étaient pléthoriques. Enfin, nous, pour le livre, on a réussi à avoir l'ancien numéro 2, qui était français, donc le directeur commercial, qui s'est fait virer d'ailleurs en quelques jours par Elon Musk, qui nous expliquait lui-même, qu'objectivement, il y avait 25 à 30% de personnel qui était en trop, parce qu'en fait, comme ça marchait plutôt bien, on embauchait à tour de bras. Il n'y avait jamais vraiment de nécessité de gagner de l'argent. Alors, certaines années, ça perdait un peu, d'autres, c'était plus ou moins à l'équilibre. Et il nous racontait, par exemple, que quand il y avait un projet, on vous disait, alors je sais pas, vous avez 4, 5, 6 semaines, et si les gens arrivaient avec le projet 2 ou 3 mois plus tard, c'était pas très grave en fait. Personne vous disait c'est quand même compliqué, il y a un final cut. Et donc il y avait une espèce de côté un peu, ce qu'il nous expliquait, un côté presque ONG, quoi. Alors, les gens se rendaient plus compte qu'il fallait gagner de l'argent, donc il y avait une déshérence totale. Donc pour en revenir sur Elon Musk, effectivement, là où on aurait dû licencier 25 à 30% de gens, lui il a fait partir 70% de gens. Donc ça c'est aussi la patte Musk, c'est-à-dire que soit vous le suivez, soit sinon vous partez, si vous n'êtes pas content, vous partez. Et par ailleurs, il y a tous ceux aussi qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils se sont dit, en fait, chez Twitter c'était un nid très 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 douillet, avec Musk ça va l'être beaucoup moins. D'accord. D'autant qu'en plus, l'autre gros changement impulsé par Elon Musk à son arrivée, c'est sur, on va dire, la ligne éditoriale de ce réseau social. C'est-à-dire qu'il défend absolument la liberté de parole, tout le monde doit pouvoir s'exprimer.
Donc c'est quand même pas sans conséquence Bien sûr. cette politique-là. Oui, et ça encore une fois, il l'avait dit très clairement. D'ailleurs, quand on lui demandait pourquoi vous voulez racheter Twitter, il mettait pas en avant le fait qu'il voulait effectivement dégager de l'argent à court ou moyen terme. C'était tout de suite, c'était freedom of speech, quoi. Il se posait un peu comme le défenseur ultime de la liberté de parole et il estimait que sur Twitter, il n'y avait pas vraiment de liberté de parole parce que plein de gens étaient censurés et notamment, effectivement, la première chose qu'il a fait en arrivant, c'est de remettre actif le compte de Donald Trump qui avait été suspendu suite évidemment à l'attaque du Capitole. Il a aussi réouvert un grand nombre de sites de complotistes de tous bords, de gens misogynes, racistes, bref. Et d'ailleurs, il y a eu une étude qui est parue avant l'été aux États-Unis qui ont montré une explosion du nombre de tweets haineux, misogynes, complotistes. Alors il n'y a pas très longtemps, Elon Musk a dit le contraire, mais enfin, évidemment, c'est faux, et d'autant plus faux qu'il le sait très bien, puisque 80% quasiment des équipes qui étaient chargées effectivement de monitorer les tweets et de s'assurer qu'ils étaient à peu près en règle et de les modérer, en résumé, ont été licenciés. Donc en fait, il n'y avait quasiment plus personne pour modérer les propos haineux, et en même temps, vous rouvrez la boîte de Pandore à tous les fous, tous les extrémistes de la planète. Donc la vérité, c'est que oui, c'est devenu... alors, selon lui, sa conception de la liberté de parole, c'est que tout le monde doit pouvoir parler. Et à la fin, finalement, les lecteurs, mais plutôt les utilisateurs de la plateforme doivent se faire leur propre avis. Donc bon, c'est une conception comme une autre. Ça s'autorégule, quoi. C'est dans sa conception d'ingénieur, en gros, plus 1, moins 1, on arrive à 0. Alors peut-être qu'au niveau par contre business et publicitaire, ça reste à prouver cette équation, puisqu'on estime que la moitié des annonceurs ont d'ores et déjà fui le réseau. Donc là, cette stratégie-là au niveau business. Ah bah c'est assez catastrophique, hein, effectivement, puisque dès qu'il est arrivé, les annonceurs ont tout mis sur pause. Enfin, comme il avait dit très clairement qu'il allait rouvrir un certain nombre de comptes haineux, on va dire. Puis effectivement, ça s'est concrétisé. Et assez logiquement, les annonceurs, ils n'ont jamais envie d'être accolés à un site ou à des propos extrêmement haineux, de voir leur pub à côté de gens qui ont des propos complotistes parfois totalement délirants. Donc c'est un repoussoir, c'est un tue-l'amour pour les annonceurs. Alors aujourd'hui, effectivement, on estime qu'il a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires pub, ce qui est gigantesque, puisqu'encore une fois, Twitter gagne sa vie à 95% par les pubs. Aujourd'hui, il n'a pas d'autre levier pour gagner de l'argent. Maintenant, la question, c'est est-ce que les annonceurs vont fuir ad vitam ou est-ce qu'ils vont venir parce que les annonceurs, ils sont quand même très pragmatiques, ils vont là où il y a l'audience. Et aujourd'hui, l'audience, c'est quand même essentiellement sur Twitter. Ça reste encore une caisse de résonance gigantesque. Alors il y a quand même eu aussi un concurrent qui s'est lancé récemment, et pas des moindres, puisque c'est Meta, Facebook, qui a lancé son propre réseau copié de Twitter, Thread. Alors quel danger pour Elon Musk là-dessus? C'est vrai qu'il y a eu un départ assez fulgurant. Je crois de mémoire que la première semaine, il y a eu 50 millions d'utilisateurs, donc ce qui était assez gigantesque. Alors il faut dire aussi que Meta pouvait s'appuyer sur son milliard d'abonnés Instagram qui ont tous reçu un message. Thread se lance, allez-y, abonnez-vous. Donc forcément, dans le tas, il y en a tout un tas qui sont venus pour voir, qui ont testé le modèle. Manifestement, ils n'ont pas tous été séduits, puisque aujourd'hui, on est redescendu de 49 millions à moins de 10 millions d'utilisateurs par jour, à comparer à presque plus de 270 millions d'utilisateurs sur Twitter. Donc pour l'instant, la menace, elle est quand même assez lointaine. Maintenant, c'est quand même Meta, ils savent faire en matière de réseaux sociaux. Et comme par ailleurs, effectivement, un certain nombre de personnes importantes, des gens qui utilisent et des gens qui font Twitter, enfin qui font dans le sens les people qui font Twitter s'interrogent et disent moi je vais finir par quitter Twitter parce que j'ai pas envie en fait d'alimenter un espèce de repère de complotistes, j'ai pas envie de donner de l'argent à Elon Musk parce que Elon Musk est pas très aimé, notamment dans ce que je qualifierais la gauche américaine et même dans d'autres pays. Mais le fait est que le produit Thread est aujourd'hui encore largement à peaufiner, donc pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure, mais c'est un concurrent sérieux. Alors, autre décision étonnante d'Elon Musk et très récente, c'est rebaptiser Twitter en X. Les utilisateurs ont d'ailleurs vu sur leur appli se transformer d'un coup d'un seul avec un X sur fond noir. Pourquoi ce choix? Il a fait effectivement, il l'a fait encore à la Elon Musk, hein, c'est-à-dire voilà, un petit peu, j'allais dire à l'arrache, en prévenant les gens, mais très 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 vite, et sans trop leur demander leur avis. X, en fait, c'est le nom, X.com, à l'époque, c'était le nom d'une des toutes premières entreprises qu'il a créées avec son frère, qui avait pour objectif en fait d'être une banque en ligne avant la création de toutes les banques en ligne, sauf que
l'idée était géniale, on l'a vu après, sauf que techniquement, c'était pas encore assez abouti parce que les gens n'avaient pas encore un abonnement, tous un abonnement Internet, parce que le réseau n'était pas assez puissant, etc. Et d'ailleurs, il a fini par fondre X.com dans PayPal, PayPal qui a été ensuite racheté par eBay. Mais il a toujours eu cette idée, effectivement, de banque en ligne. Et il a toujours aimé X, hein, on le voit dans SpaceX. C'est un sigle qu'on retrouve dans un grand nombre d'entreprises. Un de ses enfants s'appelle X quelque chose, je ne sais plus quoi. Enfin bref, il a une petite obsession autour du X. Alors, pourquoi il y a plein d'histoires qui circulent. Une serait que notamment, ça serait le X de la science qui veut dire l'inconnu, mais du coup, ce qui était aussi à découvrir. D'autres que ça serait une serveuse qui un jour, effectivement, quand il cherchait le nom de sa première entreprise, a tranché sur X.com. Bon, en tout cas, on sent qu'il aime bien cette lettre, qu'il veut la mettre partout, mais au-delà de la lettre, ça symbolise aussi un vrai changement. C'est pas juste un changement de nom. Ce qu'il veut faire aujourd'hui, enfin très vite, il l'a dit très clairement, c'est faire une application ultime qui serait à la fois un réseau social, une plateforme d'échange, mais aussi une banque en ligne, voire une application où on peut faire du gaming. Et en fait, un de ces modèles, c'est le chinois WeChat, qui est effectivement déjà pas une application ultime, mais une application très très complète. Et là, du coup, ce qui est assez malin, et c'est là qu'on voit qu'il y a une logique, c'est une façon aussi de desserrer l'étreinte et de ne plus être seulement dépendant de la pub, mais aussi d'avoir plein d'autres revenus en dehors de la publicité. Très bien, merci beaucoup. On voit que c'est un projet d'ampleur en fait. Et je pense qu'on trouvera plus de détails dans le livre sur l'enquête inédite sur Elon Musk. Merci Julien. Encore.